Bienvenue sur l'épisode 48 de Plein Potentiel. Alors qu'il est un jeune adolescent, Allen et sa famille vivent en plein cœur d'une guerre civile en Bosnie-Herzégovine. C'est alors que, pour une question de sécurité, sa famille décide plutôt de venir au Canada, plus précisément à Trois-Rivières. À son arrivée, Allen a appris le français d'une façon très habile, assez rapidement, et de sorte que durant le podcast, là, j'ai été très surpris de voir qu'il n'y a pratiquement plus d'accent. D'ailleurs, le sport l'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça l'a aidé à sortir de sa coquille, à se pratiquer, à parler français. Et aussi, c'est là qu'il a trouvé sa passion, qu'il a trouvé ce qu'il aimait à ce moment-là. Maintenant, il est fondateur et kinésiologue de Frappe, qui est un centre d'entraînement qui offre des services là, autant pour le sport-études aux Estacades, l'école secondaire Les Estacades à Trois-Rivières, mais aussi pour des gens extérieurs là, à l'école, donc des athlètes professionnels, semi-professionnels, qui vont s'entraîner là, qui vont chercher l'expertise là, de Allen puis ses collègues là, chez Frappe. Allen, c'est un entraîneur qui va vraiment mettre l'accent sur la communication et la relation qu'il va bâtir avec ses clients. Frappe, c'est vraiment une communauté. Donc, les athlètes qui s'entraînent là vont souvent être fiers là, de dire qu'ils s'entraînent là et qu'ils font partie de cette grande famille. Durant cet épisode-là, on a parlé tout d'abord des origines d'Allen, comment que ça l'a forgé en tant que personne aussi. On a parlé de la méthode Frappe, du développement aussi des athlètes, comment ils fonctionnent là, dans leur centre d'entraînement. On a aussi parlé de deux aspects que Allen considère très importants, c'est-à-dire le mindset et la communication. Et nous avons discuté des obstacles que la pandémie engendre, autant pour son entreprise Frappe que pour les athlètes là, avec qui il travaille. Donc, ils ont eu la nécessité là, en fait, de devenir créatifs dans leur méthode d'entraînement et dans leur façon aussi de transmettre ces méthodes-là puis de communiquer avec leurs athlètes. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Si tu es un athlète et que tu souhaites amener ta performance à un autre niveau et atteindre ton plein potentiel, évidemment, je te rappelle que mon nom est Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et que je peux t'aider à ce niveau-là, à te forger un mental solide, à développer des bonnes habitudes, améliorer ta confiance en toi, ou encore mieux gérer tes pensées, tes émotions lors de moments importants, lors de compétitions, ou de mieux gérer la pression aussi là, lors des compétitions. Donc, ça fait partie des quelques problématiques là, avec lesquelles on peut travailler ensemble. Si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à consulter francislapointe.ca ou à m'écrire simplement sur mon Facebook ou mon Instagram. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'informations sur ma manière de travailler et les services que j'offre. Donc, sans plus attendre, là, je vous laisse avec l'épisode 48 avec Allen. Donc, bon épisode. Mais commençons. Merci d'être là puis d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Là, on fait ça dans le gym qui est malheureusement fermé. On en reparlera tantôt là, des impacts de la fameuse pandémie. Mais avant de parler un peu de Frappe, est-ce qu'on dit Frappe ou Oui, Frappe. Ouais. Frappe Performance Athlétique. OK. Avant de parler un peu plus de l'entreprise, j'aimerais ça un peu plus parler de ton background parce que tu as un background quand même pas conventionnel, en fait. Tu viens pas du Québec. Puis, c'est ça, tu viens de la Bosnie-Herzégovine. Ouais, donc, tu as quitté ton pays à quel âge? Puis, parle-moi un peu de ça. Là. OK. Dans le fond, en Bosnie-Herzégovine, il y avait une guerre civile. Donc, mes parents ils ont décidé de changer de pays après 3 ans de guerre. Donc, environ, j'avais 13-14 ans quand ils ont décidé de venir au Canada. OK. Je pensais que tu étais plus jeune que ça. Fait que tu as des bons souvenirs. Ouais, là, exactement. On a vraiment vécu la guerre au complet. Puis, non seulement on a vécu la guerre, mais on était vraiment en plein milieu de tout ce qui se passait. De la zone comme ça brassait, là. Oui, exactement. Des membres de famille qu'on a perdus. Puis, on a vu pas mal de choses aussi. Là. OK. Ouais. Fait que le Canada, dans le fond, il a accepté les réfugiés étrangers après, comme pour les Syriens. Mm-hmm. Puis, normalement, dans les choix, c'était les jeunes familles. Surtout que la partie de Québec, comme Trois-Rivières, c'était en développement. Donc, il acceptait les jeunes familles
ici comme des familles immigrées de... OK. Puis vous êtes venu à Trois-Rivières directement ou vous avez fait... Directement à Trois-Rivières parce OK. que Trois-Rivières, c'était une ville en développement dans le temps. Puis justement, ils nous ont institués là parce qu'il manquait main-d'œuvre. OK. Fait que c'est eux un peu qui dirigeaient où vous alliez. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y a plein de familles qui sont parties dans les autres villes, comme Montréal, Québec, etc., où il y a plus de communautés. Mais mes parents ont décidé de rester ici. Puis je te dirais, ça a facilité notre intégration aussi à ce niveau-là. OK. Puis est-ce qu'ils faisaient comme fitter les familles avec les domaines de compétences, justement, parce qu'ils cherchaient du monde à Trois-Rivières? Non, en fait, comment ça marche? Ils te reçoivent, après ça, c'est la partie intégration. OK. Fait que tu as la classe de francisation, après ça, tu as insertion à l'école. Fait que tu as une partie d'adaptation qu'il faut que tu fasses avant d'intégrer le marché du travail ou peu importe. OK, que tu fais ici. Oui, exactement. Fait que dans mon temps à moi, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment les moyens de recevoir les immigrés parce qu'on était dans les premiers. OK. Fait qu'il y avait moins de mesures en place, puis exactement. il y avait moins de choses. Là. Donc, tu sais, il n'y avait pas des cours spécialisés. J'avais peut-être 2 cours de français en arrivant, de plus que la norme. Puis j'étais obligé de suivre un peu le rythme de l'école. Fait que, tu sais, j'arrivais, problème mathématique, même si je connais les mathématiques, mais c'était difficile parce que c'est un problème d'écrit. Ouais. Puis là, le prof aussi, il te l'explique en français. Oui, c'est ça. Mais j'avais chance d'avoir des bons profs. Fait que, exemple, Madame Beaupré, c'est une prof qui m'a pris sous son aile. Elle a dit, ben OK, laisse faire tout le reste. On va se concentrer sur le français pendant une période de temps. OK. Puis ensuite, tu vas pouvoir avancer dans le reste de tes matières. Puis comme ça donnait, je me suis vraiment concentré sur le français des 2-3 premières années. Puis ensuite, je suis allé à l'école d'adulte, puis j'ai terminé de secondaire 3 à 5 dans une année scolaire. Puis une chance, je l'ai écouté parce que, dans le fond, ça m'a facilité la vie par après. Ouais, ce qui est bien avec les adultes, c'est que tu vas avoir une plus grande flexibilité. Là, tes cours, tu peux les faire de la façon que tu veux, un peu plus, dans le temps que tu veux. Exactement. Fait que vous que le français, c'était déjà réglé, j'avais facilité d'avancer dans tous les restes de matières parce que, tu sais, par chez nous, l'école est quand même difficile. Fait que, on avait des bonnes notions. Malgré le fait, pendant la guerre, on n'avait pas beaucoup d'écoles. OK. On a manqué des bonnes parties d'école. Ça, c'était très difficile d'adaptation, de revenir. Fait que c'est tout à fait un parcours, comme tu dis. Fait que, mais ton français, il est vraiment bon, là. T'as appris vraiment à l'école secondaire? Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est grâce à sport, je te dirais, que je me suis intégré vraiment facilement. Parce que tous les amis que j'ai à présent, c'est tout du monde que je rencontrais soit au basket, au soccer, par rapport au sport. OK. Fait que, de ma part, je dois beaucoup au sport, au niveau d'intégration, puis même mon métier, ça déculait cette partie-là. Mais de toute façon, nous, on vient de famille de sportifs. Dans le fond, j'avais un cousin de 6 pieds 9 qui était sur l'équipe nationale en Bosnie, mon oncle qui était ceinture noire en karaté, mon père a joué au niveau au soccer. Fait que, on vient vraiment d'une famille de sport. Notre vie tournait pas mal autour de ça. T'es assez grand aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu mesures combien? 6'3" et poussière. OK. Puis tu me disais tantôt que tu as joué au basket, je pense? Bien, j'ai fait plusieurs sports. En fait, j'ai commencé par le soccer. Je me suis quand même rendu à un niveau. Tu sais, au secondaire, on était allé au provincial, etc. Plus tard, j'ai commencé à jouer au basket parce que la majorité de mes amis à moi, c'était des joueurs de basket puis vraiment de bon niveau. J'ai même un ami qui a joué aux États-Unis à NCAA. OK. Puis on sait qu'à l'adolescence, que tes amis font, ben tu vas venir tu vas vouloir faire ça avec eux autres. Fait que j'allais jouer au soccer, les gars ils voulaient jouer au basket, fait que je me dis si je joue pas assez de temps avec eux, ils sont tout le temps au basket. Et voilà. Fait que j'ai commencé à jouer un petit peu plus tard au basket. Mais tu sais, j'ai quand même joué dans la Ligue senior, j'ai fait des bons tournois, etc. Puis plus tard, dans mon développement, j'ai découvert les arts martiaux mixtes. Puis j'en ai fait une dizaine de combats amateurs. Okay. Avec une bonne fiche. Puis jusqu'à date, je continue à pratiquer ces sports-là parce que j'adore ça, parce que c'est un défi énorme pour moi, puis dépassement de soi, puis discipline, tout ce qui vient avec. Fait que j'adore ce côté-là. Ouais, c'est nice. Puis comment tu dirais que tout ce background-là, ça l'a forgé, quitté, dans le fond? Comment que ça l'a défini la personne qui était aujourd'hui? Premièrement,
si tu regardes, mettons, les gens normaux, les problèmes qu'ils envisagent, des fois, ils trouvent ça énorme. Mais Ouais. mettons, pandémie, c'est un bon exemple. Ouais. Mais pour moi, avoir survécu, on a vraiment survécu la guerre, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas dans une longue période de temps, juste un petit peu que UNICEF nous donnait. Fait qu'une fois que tu as vécu cette expérience-là, mais pas grand-chose qui te stresse dans la vie par après. Fait que même si les gens, si tu viens d'extérieur, tu as un accent, les gens ils te mettent de côté un peu ou peu importe, c'est pas problématique pour nous. Parce que, tu sais, on a vraiment passé par des étapes très difficiles. Fait qu'au niveau d'adaptation, c'était comme... Il n'y a pas grand-chose qui peut être aussi grave que la guerre. Exactement, qui peut me stresser, que je vois ça énorme. Ouais. Fait que comment ça se passait dans ces moments-là? Tu sais, vous n'aviez pas d'eau. Est-ce que vous étiez encore dans votre maison? Oui, exactement. Fait que de façon que ça se passait, nous, on était en famille. Toutes les fenêtres étaient barricadées avec les sacs de sable. Pour justement, il y avait beaucoup de snipers parce que c'est une guerre civile, il y a une bonne proximité. Donc, tu sais, chaque jour... C'est dur à imaginer, là, tu sais, pour quelqu'un qui a toujours vécu au Canada et qui n'a jamais vu c'est une expérience que je ne souhaite pas à personne. J'imagine, là, oui. C'est un truc que j'en parle plus en plus en vieillissant parce que quand on est jeune, on ne réalise pas. Tu sais, on vit de jour au jour. Puis on ne se rend pas compte parce que ça devient vraiment la normalité. Mais ce n'est pas une normalité. Non. Fait que quand tu vieillis plus tard, que tu comprends certains concepts, tu te rends compte à quel point que tu étais chanceux d'être juste en vie. Parce que les situations qu'on a vécues, on était vraiment proche de mort. Souvent, le sniper, etc., on voyait des voisins à chaque jour, à chaque 12 jours, tu avais quelqu'un qui était mort, puis c'était la normalité. Il y a comme un sentiment de « il faut continuer ». Ça fait partie de la vie en ce moment, on l'accepte et on continue. C'est plus tard, quand la poussière tombe, là, tu réalises « oh, OK, j'étais vraiment chanceux de passer tout ça. » de survivre, là. Notre famille est restée en vie, mais il y a beaucoup de familles autour de nous qui n'ont pas eu cette chance-là. Fait que depuis ce temps-là, nous autres, on apprécie énormément tout ce qu'on a ici, tous les organismes, tous les gens qui nous avaient aidés à nous intégrer, puis tout ce qui vient avec. Fait que vous étiez carrément barricadés là, pendant des semaines. Exactement. Fait que la nuit, tu allais chercher le bois parce qu'il faut le chauffer. Il faut quand même que tu sortes des fois pour aller chercher des choses, là, j'imagine. Il faut que tu retrouves une normalité. Puis ma mère, elle nous a gardés toujours proches, mais tu sais, des fois, des situations qui étaient proches, une bombe qui a explosé proche, le sniper qui nous a tiré après, il y a mon ami qui se fait tirer 2 mois. Tu sais, c'est des situations qui arrivaient au quotidien. Ouais. Fait que, tu pouvais faire attention, mais c'est quasiment impossible de faire attention. C'est ça. Vous aviez à sortir des fois, mais dans ces moments-là... c'est très limité. Tu sais jamais si tu vas revenir, là, j'imagine. Oui, exactement. Parce qu'au 2, 3, 4, 5 jours, tu attendais quelqu'un qui se faisait tirer. Il y a un de nos voisins qui a perdu sa famille il y a 17 ans, 2 jeunes sœurs, perdu son père puis sa mère en espace de 2 semaines. C'est vraiment dur à imaginer, là, j'ai de la misère à... Mais j'imagine effectivement là, que ça doit bâtir une résilience. Là, vraiment, exactement, là. Parce que tu n'as pas le choix, dans le fond, c'est la survie. C'est ça. Maintenant, parlons un peu de Frappe. Comment que là, tu arrives ici, tu vas à l'école. Exactement. Comme tu dis, le sport prend déjà une place importante pour toi? Oui, exactement. Fait que j'ai toujours fait de sport toute ma vie. J'étais toujours discipliné, puis j'ai toujours cherché une façon de me dépasser. Puis, dans ma vie, j'ai abouti en informatique. Je faisais du réseautage pour les compagnies, etc. Tu as commencé là-dedans, là? Ça a été ton premier emploi? C'était mon premier emploi. Je travaillais pour Digitech, on faisait des serveurs et des trucs comme ça, mais c'était pas moi. Tu sais, je me sentais comme enfermé un peu. Puis, un de mes amis qui m'a dit « Hey, il y a kinésiologie qui rentre à l'université, peut-être tu seras intéressé, c'est études de mouvement, ça rapporte un peu avec le sport. » Puis, j'ai déjà coaché, je m'entraînais souvent, puis j'étais toujours en train d'être dans ces domaines-là un peu. Tu coachais dans des sports? Oui, j'ai coaché les équipes de soccer, tu sais, je m'entraînais tout le temps, puis j'étais tout le temps un peu dans le domaine de sport. Puis, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'UQTR, il y avait un programme. Puis, par curiosité, j'ai appliqué comme étudiant libre.
juste pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, sincèrement, j'ai jamais quitté. Donc, j'ai embarqué dedans, l'étude de mouvement, les muscles, les os, etc. Ça m'a captivé au point où je voulais juste quitter mon emploi que j'avais déjà, que j'étais en sécurité, que j'avais des avantages sociaux, etc. Mais c'était pas moi. J'ai réalisé vraiment qu'il y avait... Exactement. Ouais. Fait que ma règle à moi, c'est si 80% de ton temps, tu fais quelque chose, puis ça fait pas partie de ton emploi, mais tu devras quitter ton emploi. Fait que je me retrouvais à passer mon temps dans le sport, l'entraînement, etc. Fait que j'ai juste décidé que ça devenait ma carrière, tout simplement. Ouais. Puis ensuite, pendant l'université, je savais déjà que je voulais travailler dans le sport. Mais c'était très difficile parce que c'était méconnu à Trois-Rivières, performance athlétique. Il y avait peut-être une place, c'est Patrick Lemieux, performance. OK. Puis sinon, à l'université, c'était CAPS, mais il n'y avait pas le centre de performance athlétique comme aujourd'hui. Ouais, pour les Patriotes. Ouais, exactement. Mais avant, il n'y avait pas de ça. Ouais, fait que c'était comme méconnu un peu, performance c'était athlétique. C'était des gyms clientèle générale, là, oui, population générale. Même pendant l'été, exemple, il n'y avait personne qui rentrait dans les gyms. OK. C'était toujours vide, les gyms. Ouais. Ouais, dans le temps. C'est juste devenu populaire avec le CrossFit, avec toutes les choses qui sont arrivées par après. Mais c'était pas populaire. Puis, je suis allé voir justement mon ami qui joue aux États-Unis. Mais en fait, j'ai vécu vraiment cette préparation-là parce que mon ami Sébastien Salois, qui a joué à Northern Michigan University, tout l'été qu'il descendait ici, ben, je faisais quasiment son off-season avec lui. Fait que lui, il se levait le matin, 6 heures du matin, il allait shooter 300, 400 shots, rentrer. Après ça, ben, il appelait sa mère. Chez lui, il y avait comme une petite piscine gonflable. On avait des blocs de glace qu'on mettait dedans. On prenait notre banc de glace. Midi, on allait s'entraîner. La vie là, d'athlète, là, vraiment. Puis moi, je faisais des arts martiaux mixtes. Lui, il se préparait pour sa saison universitaire aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un pionnier aussi parce que c'est un des premiers gars qui a joué à NCAA puis était All-Canadien aussi au basket. Puis, on vivait vraiment comme des... Focus sur le sport seulement, là, pratiquement. Là. Fait que le soir, ben, c'était shoot-around. Moi, je faisais mon conditionnement, puis on faisait ça tout l'été. Fait que, tu sais, cette vie-là, je les connaissais déjà. Puis, une fois, je suis allé voir un de ces games à Northern Michigan University. Puis, il m'a fait visiter des installations. Puis là, mes yeux ont allumé vraiment. On a besoin de ça. Fait que tu as des cours de basket à plus finir, des salles d'entraînement. Des trucs plus spécifiques au sport. Exactement. Ouais. Les installations qu'il y avait, puis l'ambiance d'équipe, puis tout le monde qui travaillait ensemble pour l'équipe, les physios, les préparateurs physiques, etc. Fait que moi, ça m'a comme allumé une lumière. Je veux faire mon stage là. Mais quand je suis revenu à la réalité à OQTR, il n'y avait pas de moyen de m'envoyer de faire un stage extérieur. OK, ouais. Fait que j'ai cherché une alternative. Et un des gars qui a fini le bac avant moi, Dominique, on se connaissait bien, il travaillait déjà ici en salle de sport-études, puis il était tout seul pour 300 quelques élèves. Il m'a dit « viens faire ton stage ici, on va faire quelque chose de nice. » OK, cool. Fait que j'ai appliqué là, puis j'ai rentré, puis j'ai vraiment jamais quitté. Ça, c'était en quelle année, ça, à peu près? Que tu as fait ton stage? 2007, 2008, dans ces coins-là. Peut-être que je vais te mentir les années, je suis vieux quand même. Mais ouais, dans ces coins-là. Puis quand j'ai rentré faire mon stage, on était vraiment mordu. On a séparé tous les groupes de sport. On a monté toute la programmation. J'avais, je pense, cartable SODP, de planif, des CD gravés, tout noté, parce que c'était vraiment ma passion. Puis quand j'ai eu vraiment un plus dans mon stage final, parce que j'étais tellement captivé, puis j'étais dans la zone que c'était mon métier que je voulais faire. Puis c'était de la grosse planif, là. Tu planifiais pas juste une semaine en avance, là. Tu planifiais tout le programme. Ça, exactement. Dans le fond, on planifiait les différents groupes. Premièrement, on a tout séparé les groupes par sport. OK. Après ça, tu contactes tous les coachs pour avoir les données, qu'est-ce que tu as besoin pour la planification. Après ça, tu as des besoins spécifiques pour chaque sport. Puis, il y avait moins ces structures-là avant. Mais on était deux stagiaires qui sont rentrés. En étant 3, on pouvait splitter un peu la tâche de travail puis vraiment tacler pour bâtir un système un peu. Puis ça n'existait pas avant que vous arriviez, là? Mais il y avait quand même des coachs qui étaient ici, qui étaient quand même bon niveau, mais il y avait toujours un changement de personnel. Il n'y avait rien de stable
statique. Mhm. Puis, tu sais, la salle ne ressemblait pas à ce que ça ressemble ici. Fait que tu avais peut-être Ouais. 2 cages à squat, quelques machines, puis un peu de poids. Puis là, en plus, on est ici, puis là, tu m'as montré 2 autres salles. Ouais, là, c'est ça, de exactement. l'autre côté. Fait que c'est là. pas ce que c'était avant. Ouais. Donc, tu sais, ça réduit un peu le travail pour les athlètes parce que, tu sais, je pourrais recevoir un groupe de 15, 20, peu importe, mais si j'ai pas nécessairement le matériel, il faut que je devienne créatif pour fournir un service. Mhm. Fait que, tu sais, c'était un challenge, mais tu sais, c'était bien parce que moi, j'aimais ça. Ça t'a appris justement Exactement. à être créatif puis à trouver Exactement. d'autres façons de faire le même mouvement, mais avec on n'a pas l'appareil. Qu'est-ce qu'on peut faire, Exactement. qu'est-ce qu'on peut utiliser. Avec les tempos, etc. Mhm. Fait que, C'est fou parce que j'avais vraiment. Je réalisais pas que les entraînements spécifiques au sport, c'est quand même récent. Tu sais, ça a changé vite dans les dernières années. Là. ça a changé complètement. Non seulement les entraînements, mais la science qui vient avec. Ouais. D'un sport à l'autre, la technique, On connaît la de récupération. plus en plus Fait que, tous les aspects là, exactement. peuvent être optimisés. Là. Au niveau de la littérature, tout change. Puis non seulement ça change, mais ça change rapidement. Fait qu'il faut vraiment que tu t'adaptes aussi rapidement à ce qui se passe. Fait qu'ici, la chance que nous, on peut avoir, c'est que on reçoit un peu d'athlètes qui sont partout. Fait qu'on sait qu'est-ce qui se passe extérieur. Fait qu'on s'ajuste, on les garde, on est toujours à jour, qu'est-ce qu'on fait. Puis ça nous donne la chance aussi d'ajuster nos choses en conséquence. Je me rappelle même en 2008, quand j'ai parti mon camp, on avait un sled qui était fabriqué exprès parce que tu pouvais acheter nulle part. Fait qu'on fabriquait sled, ça c'est... le petit sled que tu t'attaches pour faire la course. OK, ouais. Fait qu'on fabriquait certains matériels parce qu'on voulait avoir ça, puis c'était difficile d'avoir accès. Fait qu'on était vraiment en avance un peu qu'est-ce qui se faisait dans le domaine. Parce que justement, on avait l'œil ouvert, ce qui se passait aux États-Unis, puis surtout que moi, je viens de l'Europe de Sud-Est, dans ces coins-là, c'est quand même réputé au niveau de développement d'athlètes. OK. Donc, tu sais, on avait toujours l'œil ouvert sur qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qui était plus récent, puis on essayait d'appliquer ici. Vous étiez proactif, là. Oui, exactement. Ouais. Puis, j'avais une question qui m'a échappé, là, soudainement. OK, ben parlons, ça va sûrement m'en revenir, mais parlons un peu de Frappe, là. OK. Fait que ça... non seulement c'est le centre d'entraînement, mais c'est une méthode aussi, là. Oui, exactement. Fait que je vais te conter un peu comment ça a commencé pour te mettre... en contexte. En contexte de Frappe. Comment Frappe, ça a commencé durant l'été, comme j'ai mentionné tantôt, les gyms ils étaient fermés. Majorité de gyms, en fait, ils étaient ouverts, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait s'entraîner. Puis, les heures d'ouverture étaient beaucoup restreintes aussi. Exactement. Ouais, fait que ça causait une problématique parce que l'été, on se retrouvait sous chômage. Mais moi, je voulais continuer de travailler parce que majorité de sports sont hors saison durant l'été. Majorité de sports d'équipe sont hors saison durant l'été. Fait que j'avais eu des demandes, puis j'ai tout simplement décidé, OK, ben je veux partir quelque chose. OK, je veux faire quelque chose, puis je me cherchais des idées, comment je peux mettre ça en place. Puis j'ai vu une affaire de Nike qui passait, ça s'appelait Spark. OK? Dans le fond, c'est quoi que Nike faisait? Ils s'associaient avec des gros centres de performance athlétique, puis ont bâti un programme. C'est sûr qu'ils vendaient leur matériel, mais le concept était vraiment beau. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? À travers les États-Unis, ils ont fait une base de données, puis faisaient des tests physiques, puis compilaient toutes les données pour que, mettons, les athlètes puissent comparer à l'échelle nationale. Ça te donne l'idée à quel point que Nike sont vraiment en avance sur tout ce qu'ils font. Fait qu'ils faisaient les types d'entraînement. Tu sais, c'est fou, on fait ça maintenant. Mais eux, en 2000, peut-être je vais te mentir un peu les années, mais c'est entre 2004 2009 que ça se passait. À peu près, là, ouais. Dans ces coins-là. Je pense en 2004, Spark, ils sont partis, mais en 2009, ils ont sorti leur gamme de produits, puis tout ce qui est testing à l'échelle. Fait qu'ils faisaient
40 verges, le sprint de 40 verges avec radar, un test d'agilité, lancer de medicine ball, il compilait toutes les Ils prenaient deux. vraiment des mesures, là, mesures de performance, puis est-ce qu'ils prenaient des mesures physiologiques des athlètes? Non, c'est juste les tests de vraiment performance. les temps, là. Pour la majorité des high school, ils ramassaient tous les résultats, puis ils mettaient dans une base de données que tous les coachs pouvaient avoir l'accès puis se comparer avec moyenne nationale. Fait que ça te permet, mettons, que tu veux atteindre ce niveau-là, tu sais ce qui te manque, mettons, à peu près. Exactement. Mais le concept, c'était comme juste pour les tests physiques. Fait que moi, j'ai comme une idée, OK, c'est correct d'avoir les données, les tests physiques, etc., mais y a-t-il moyen qu'on développe un système d'entraînement qui vient avec ça? Fait que quand tu testes tes athlètes, tu peux avoir ta progression par rapport à l'entraînement. Fait que c'est là que Frappe, il est venu. Fait que force, rapidité, réaction ajustée, puissance. C'est un peu en lien avec ça, mais je voulais avoir quelque chose durable dans le temps, puis que justement, on peut utiliser ces tests-là avec les techniques d'entraînement, puis comparer les deux. OK. Fait que chaque athlète est disons... une qualité physique. Une qualité que tu développes. physique. Exactement. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment à partir de cette idée-là. Fait que, au début, j'avais juste des secondaires 1, peut-être 5-6 athlètes secondaire 1. Puis à chaque année, ça grossit, ça grossit. Est-ce que justement, tu essaies de développer chaque lettre, mettons, chaque qualité chez tous les athlètes, ou ça va dépendre pas nécessairement? Dépend. Ça dépend de sport, ça dépend de phase, ça dépend de plusieurs choses. Exemple, le basket peut nécessiter plus de puissance ou... En fait, c'est de façon qu'on fonctionne aux frappes. C'est sûr qu'en sport-études, on a des équipes sportives qui viennent. Fait que c'est sûr, c'est un peu plus général. Okay? Pour le frappe, comment on fonctionne? C'est vraiment individuel à l'athlète qu'on reçoit. Fait que quand il rentre, dépendant du niveau d'athlète puis l'âge d'entraînement, qui c'est très important, on fait une évaluation. Fait que qu'est-ce que moi je veux savoir étant préparateur physique quand je reçois un athlète, comment il bouge. Fait que dans le fond, son profil de mouvement avant juste rentrer en performance. Fait que c'est quoi son profil de mouvement? Est-ce qu'il est capable de faire un squat normal sans rien? Pour identifier peut-être des faiblesses, des risques de blessures potentielles. Un press sous la tête. S'il saute au sol, comment il compense? Un lunge en avant, les mouvements de base. Fait qu'une fois que l'athlète a passé par cette screening-là, mais je peux déterminer est-ce qu'il manque de mobilité, est-ce qu'il manque de stabilité, c'est quoi ses besoins immédiats. Si on jume les tests physiques avec ça, mais on peut voir, OK, il est plus fort, il est plus explosif, il compense là, peut-être ça améliorerait l'accélération, décélération, peut-être. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte quand tu prépares un athlète. La spécificité, je te dirais, c'est le truc qui rentre dernier en compte. Parce que si tu demandes juste un jeune, exemple, descendre juste un step-up sur une box, puis qui est en train de compenser, mais tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Ouais. Tu comprends? Je ne vais pas faire des grosses méthodes d'entraînement à l'écloche, ça, puis ça. Ça ne marche pas parce qu'il faut qu'il y ait cette base-là. Pour commencer avec ça. Pour commencer avec ça. Fait que de façon que nous, on le voit, OK, on le bâtit comme une maison. Qu'est-ce qui est plus important dans une maison? La structure. Les fondations. Après ça, tu bâtis les murs, puis après ça, tu finis avec le toit. Donc, c'est quoi qui est essentiel pour un athlète? Il faut qu'il soit efficace, produire le mouvement, le contact au sol, production de force, les positions qu'il a besoin pour son sport. Donc, on bâtit cette base-là. Après ça, qu'est-ce qu'on peut travailler de plus? Fait que même en sport-études, on a une façon de procéder. Fait que si je reçois un jeune, mais première chose qu'il fait, c'est l'apprentissage de mouvement. Après ça, peut-être on va monter un peu la charge. Fait que c'est vraiment un microdosage. Parce que tout ce qui est musculaire, neuromusculaire, les tendons, les ligaments, même cartilage, tout s'adapte. Mais c'est sûr que si tu donnes trop de volume, trop d'intensité en partant, mais peut-être tu auras l'accumulation de blessures, un crash, peu importe. Fait que c'est vraiment important d'aller étape par étape, faire cette micro-dosage-là que le corps y attend à s'adapter pour arriver à ce niveau. Il faut qu'il soit prêt d'avoir la charge, le corps, pour l'encaisser. Des fois, tu viens voir, là, tu fais la performance athlétique, j'aimerais ça sauter plus haut, j'aimerais ça, mais OK, on va commencer tranquillement. OK, est-ce que tu es stable sur tes jambes? Est-ce que tu es capable de prendre une position athlétique sans bouger? Est-ce que tu stabilises au niveau de tronc? Est-ce que tu es capable de transférer la force à la partie du sol vers le membre supérieur? Fait que, c'est toutes des questions que tu dois poser avant de rentrer dans
l'aspect combien je saute, combien je cours, puis tout le reste. Puis les jeunes, ils doivent probablement souvent vouloir aller plus vite que nécessaire. Là. Exactement. Ils veulent des résultats là, rapidement. Ça dépend là. des personnalités, je te dirais. Tu dois savoir un peu plus que moi là-dessus, mais ça dépend de personnalité. Un bon coach est capable de dire, OK, mais telle personnalité, je l'approche comme ça. Telle personnalité, je l'approche comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est important, moi, je pense, au niveau de la préparation physique en général, c'est la communication. Parce que avec la communication, tu peux vraiment déterminer l'état de ton athlète. Est-ce qu'il est prêt pour l'entraînement? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis poser des bonnes questions. Tu peux toujours avoir un scénario A en entraînement. Que l'athlète respecte absolument tout ce que tu dis, qui dort 8 heures par jour, qui mange super bien. Dans le monde parfait, là, dans le fond. Dans le monde parfait. Mais dans la vraie vie, là, t'as pas de scénario A, là. Fait que t'as les scénarios B, C et le reste. Fait que toi, ton travail, c'est vraiment, OK, à partir d'où qu'on part? Fait que si c'est un athlète qui est suivi avec un coach de haut niveau, puis il vient te voir, puis tous les mouvements de base sont faits, OK, on saute les étapes. On peut aller rentrer un peu plus dans la complexité, aller chercher les mouvements complexes, etc. Si c'est pas ça le profil, si tu as un athlète qui s'est pas entraîné vraiment, mais il y a énormément de skills, mais là, il faut que tu reviennes un peu à la base, même s'il n'aime pas ça, parce que les athlètes, ils n'aiment pas ça, être pas bon dans quelque chose. Ouais. Mais c'est à toi de vulgariser et de dire, OK, nous autres, on fonctionne de cette façon-là. Ça, c'est notre système. Ça fait des années, c'est là en place. Puis, on a eu tant de résultats. Fait que si ça ne convient pas à tes croyances, à toi, mais je ne suis pas la personne pour toi. Fait que c'est ça notre approche. Peu importe quel niveau que tu es, la base, tout le monde commence par ça. On va voir, OK, tu es avancé, tu as une bonne mobilité, un petit mouvement, tu absorbes bien les chocs, tu es capable de traduire la force de la partie du sol vers en haut. OK, on va bâtir un peu plus, on va aller chercher un petit peu plus, on va travailler dans 360, différents angles, différentes méthodes. Des fois, l'athlète aussi, il faut juste que tu y en donnes un petit peu. Là. S'il veut quelque chose, tu lui donnes un petit peu de ce qu'il veut, mais pas trop. Mais tout en respectant comme ton cadre de... Exactement. Puis c'est là que je suis en train de venir avec ça, c'est que justement, si lui a un besoin pour quelque chose, mais il y a un moyen de glisser un petit journée de pipe un vendredi, un truc comme ça. Ça va faire un petit moyen de se faire plaisir. Exactement. Puis juste ça, le reste peut-être qu'il va se dire ça me tente pas de recommencer à la base, mais quand il va voir les résultats, j'imagine que là, il va se dire OK, là, ça a servi à de quoi? Le gros point chez nous aussi, c'est vraiment l'environnement. Okay? Pourquoi l'environnement? Parce que si tu veux que les gens soient motivés et productifs, il faut qu'ils soient heureux. Puis il y a même des études qui sont sorties là-dessus. Si un travailleur quelconque dans une compagnie est heureux, sa productivité monte de tant %. Mais c'est un peu la même ambiance. Si un des athlètes, comme Balbi, exemple, mais dans ses warm-up, il aime ça danser la petite musique brésilienne. Balbi, c'est Gabriel Balbinotti là, que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs. Là. Exactement. Puis c'est lui aime ça danser avant de commencer son training. Puis si ça le met dedans, go ahead. Fais tes affaires dans ton warm-up. Pourtant, tu respectes ce que je te demande à faire avant. Fait que, il faut quand même avoir cette partie de plaisir que c'est un environnement que tu aimes venir puis tu aimes t'entraîner. T'sais. Puis souvent ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de blagues, surtout durant l'été. Je me rappelle un été, j'ai passé tout l'été, mes wipers d'auto étaient tout le temps levés. À chaque fois que je sortais de gym, puis là, j'essayais de savoir c'est qui, mais personne ne disait rien. Puis ça durait tout l'été. Mais tu sais, au bout de ligne, personne ne se rappelle qui a levé quoi, quel poids, etc. Mais c'est des petites affaires comme ça qui sont arrivées durant le camp que le monde y garde en mémoire parce que justement, il associe ça avec l'entraînement. Fait que si tu crées un environnement que les gens ils aiment devenir, puis ils vont te donner le meilleur de soi. Un fameux conditionnement en psychologie qu'on appelle, là, d'associer le positif. Oui, ils pensent que c'est juste parce que on a du plaisir, mais moi, j'ai comme un pensée derrière ça. Mais c'est ça, il faut avoir du fun. C'est ce qui donne le goût de revenir à l'entraînement. Puis il y a des périodes aussi pour être sérieux, mais il y a des périodes pour avoir du fun. Mais tu peux être sérieux dans ta démarche. Ouais. Mais tu peux quand même mettre ta musique, avoir une ambiance, faire quelques petites jokes, des trucs comme ça. C'est correct. Ça fait partie de trucs. Si c'est ça qui t'engage.
Puis au niveau des fameuses lettres, là, F, R, R, A, P, y en a-tu une qui est plus importante ou justement l'idée derrière tout ça, c'est que tout ça, c'est un ensemble? Global, exact. C'est vraiment... Une performance athlétique, c'est un global. Il n'y a pas vraiment de hors d'importance. C'est qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin. Il ne faut pas donner à l'athlète qu'est-ce que lui veut, un peu, parce que tu veux qu'il reste heureux, mais il faut que tu donnes qu'est-ce qu'il a besoin. Puis ça, c'est un ensemble de qualités que tu dois développer, dépendamment de période, dépendamment de phase, dépendamment de la planification, dépendamment de sport, si c'est sport d'équipe, individuel, est-ce que tu fais pas un truc spécifique, est-ce que c'est... énormément d'entrées, de facteurs qui rentrent en compte. Là. Puis je pense que c'est ça la différence entre un bon coach puis un coach ordinaire, c'est savoir comment adapter son entraînement plus rapidement possible parce qu'il y a trop de variantes. Comme tantôt, j'ai parlé des scénarios. Tu ne peux pas toujours avoir les scénarios parfaits. Mais il faut que tu sois capable d'ajuster rapidement ta planification par rapport aux besoins de chaque athlète. Fait que, peut-être tu as fait une belle planification avec Excel, tu as tout bâti comme il faut dans ta tête, c'est parfait. L'athlète te dit aujourd'hui, on fait juste des affaires techniques, fait qu'au gym, on peut aller un petit peu plus hard. Tu prépares ta séance. Il vient, finalement, le coach n'était pas content parce qu'on a perdu la game, puis il nous avait poussé. Fait que là, tu fais quoi? Tu dis, OK, reviens demain, je suis pas prêt. Fait qu'il faut que tu t'ajustes en conséquence. Ouais. Fait que c'est ça. Il faut fait que dans ce cas-là, tu lui donnerais moins de choses techniques. Exactement. Ben, en fait, s'il y a eu un effort physique plus élevé, mais je n'irai pas travailler des qualités qui demandent encore plus d'efforts pour que ça repousse sa récupération. Fait qu'on va faire sur d'autres facteurs. Exemple, si on peut faire une journée de récupération. Récupération active aussi qu'on peut faire. Exactement, mobilité ou d'autres choses qu'on peut travailler là-dessus. Mais je ne vais pas suractiver encore plus son système parce que, tu sais, une des parties plus importantes de performance athlétique, c'est justement la récupération. Fait que, tu sais, il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu doses ton entraînement pour l'année ou pour un bloc de période de temps. C'est pas juste quelque chose qui est à court terme. Fait que c'est ça la game, tu sais, doser ton entraînement à les microdosages, que ça soit juste adéquat au niveau de volume, intensité, pour que la tête puisse récupérer, puis quand même qu'il y ait une adaptation. Fait que, tu sais, nous autres, on a fait beaucoup d'échecs. On a essayé plein de choses. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais avec les années, t'enlèves un peu les choses qui fonctionnent. En fait, tu gardes les choses qui fonctionnent, t'enlèves les choses qui fonctionnent pas. Mais c'est ça, il faut faire des tests, il faut essayer des affaires. C'est ça, parce que sinon, tu ne sais pas. Puis un autre truc pour nous, tu sais, moi puis Michael Chagnon, le partenaire qui travaille avec moi, mais on est actif au niveau de l'entraînement. Fait que les méthodes, les trucs, on l'essaye avant de prescrire aux athlètes. Fait que ça, c'est important, je trouve, parce qu'on reste actif, on essaye des choses, on pousse un peu les limites, on regarde un peu où on se dirige pour que je puisse prescrire après l'exercice ou la méthode ou autre chose. Puis c'est ça, on parlait de récupération. Là, récemment, je parlais avec un athlète de patinage de vitesse. On a fait un genre de petite vidéo ensemble que je vais sortir sur YouTube bientôt. Puis lui, il a fait un surentraînement qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant 4 ans, là, carrément. C'est beaucoup. 4 ans. Là. Mais à travers ça, il essayait de revenir. Il a essayé après 2 ans, après 3 ans. Puis il y avait plus tant de surentraînement, mais j'en discutais avec lui, puis il y avait peut-être plus de l'anxiété reliée au retour au jeu. Mais en tout cas, il y a eu un bon 2 ans là, qu'il a fallu qu'il soit à l'écart du jeu totalement à cause du surentraînement. Puis, mais c'est ça, on l'oublie des fois, on focus sur la performance, mais la performance est reliée aussi au repos, à la récupération. Exactement. Puis c'est pour ça que la communication, c'est vraiment important. Tu sais, moi, dans mes programmes, peut-être j'ai une échelle de fatigue qui remplisse, mais c'est jamais comme poser les questions. Est-ce que ça arrive des fois que, parce que les athlètes, il y en a aussi qui veulent pas montrer qu'ils sont faibles ou qu'ils sont fatigués. Est-ce que ça t'est déjà arrivé souvent. de savoir que l'athlète est fatigué, mais qu'ils ne veulent pas l'admettre? Mais c'est facile à le voir. Si tu regardes, mettons, juste la technique d'exécution, mettons, un certain mouvement, si la technique est sloppy, puis tu vois qu'il y a beaucoup de compensation, tu compenses ailleurs, là. Exactement. Tu peux dire qu'il est en fatigue. Un autre truc que nous, on utilise souvent dans nos programmes d'entraînement, je t'incorpore un test avant
avant ton entraînement. Fait que ça soit avec la plateforme de force, le saut à longueur, etc. Fait que tu marques tes données, combien tu as fait au début. Fait que comme ça, je peux savoir est-ce que ton système nerveux il est taxé. Fait que si je vois comme une diminution de 10% environ, que je vois que tu as une bonne progression, c'est pas pour voir vraiment est-ce que tu es en train de monter ton saut à longueur, saut vertical, etc. C'est pas tout le temps, c'est pas obligé de monter à chaque fois. C'est impossible parce qu'à un moment donné, il y a comme un plafonnement qui se fait physiologique que tu peux pas dépasser nécessairement. Mais moi, que ça me donne, OK, c'est que je peux savoir si cet athlète-là, son système nerveux, il est taxé. Parce que c'est pas normal que tu as une performance qui est stable, puis à un moment donné, tu as un pic. Ça peut arriver qu'une journée, tu n'as pas bien dormi ou que tu as joué au décoquet 3-4 fois ou tu as fait 50 kilos en vélo, peu importe. Là. Mais tu poses des questions dans ce temps-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou j'aime mieux que tu t'en ailles chez vous, pour que tu prends un repos, tu reviens, parce qu'au bout de ligne, ça sera toutes des garbage sets qui ne serviront pas à grand-chose parce que le but, c'est qu'on soit optimal. Puis optimal, c'est pas toujours pousser au piton parce que si tu manques un entraînement et tu as vraiment poussé, mais ton seuil de récupération est coupé, fait que ça te prend 2-3 jours de récupérer, fait que tu perds les journées d'entraînement, fait que tu n'es pas plus efficace. Fait que, tu sais, on a des petites méthodes comme ça qu'on utilise. C'est bon comme méthode. Ben, avec l'expérience, des petits trucs que tu ajoutes, puis tu peux voir, mettons, la progression. Si tu veux voir les gars un petit peu en fatigue, tu peux couper un peu le volume, fait que, ou donner off. Mais nous, on est vraiment proche de nos athlètes. Fait que, tu sais, surtout ceux qu'on suit depuis longtemps. Fait qu'on le voit. Il y en a qu'on voit depuis secondaire 1. Fait que je sais exactement quand il tourne ou il fait un face, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit la communication, de façon que tu regardes, de façon que tu analyses, c'est vraiment important avoir cette relation-là avec les athlètes. Oui, parce que des fois, l'athlète est son pire ennemi. Là. Exact. T'as des athlètes qui veulent tout le temps être parfaits puis qui pensent qu'ils peuvent jamais prendre de repos. Perfection. Non, c'est ça. Mais il y a des différences, je te dirais, parce qu'il y a des athlètes que c'est toi qui tires le break. Tu dis, OK, t'arrêtes. Puis il y a des athlètes que toi, il faut que tu pousses un peu. C'est ça, faut être à l'aise avec plusieurs types de personnalités, puis reconnaître, toi, t'es quel type, puis ajuster en conséquence. Jongler avec tout ça. Là. Exactement, il y en a qui ont plus de stress, il y en a qui ont moins. Il faut vraiment que tu t'ajustes par rapport à la personne avec qui tu travailles. Puis des fois, je peux dire, OK, mais va voir tel coach parce que peut-être je réponds pas à tes besoins à toi ou peu importe, mais il faut le dire. Puis tu en as parlé un peu comment vous adaptez en fait aux athlètes, mais comment ça fonctionne aussi votre développement des athlètes amateurs versus pro, récréatifs versus vraiment niveau élevé? Là? Mais en fait, il n'y a pas énormément de différence. OK? Où est-ce que ça va jouer beaucoup, là, c'est au niveau des paramètres d'entraînement. Fait que où tu joues, c'est sûr que tu as des mouvements de base, le profil de base, puis tu montes tranquillement, mais au niveau de la planification d'entraînement, où ce que tu joues, c'est vraiment intensité-volume, fréquence. Puis l'âge d'entraînement, l'expérience, c'est là que tu joues. Fait que tu peux jouer avec les tempos, le type d'entraînement, le type de mouvement qui est un petit peu plus demandant au niveau du système nerveux. Fait que c'est vraiment en jouant un peu avec ça. C'est sûr que quand tu reçois un athlète en développement, qu'on a parlé tantôt, mais je te demande de faire la base. Mais ça se peut que je reçois un athlète qui est niveau élite, puis il n'y a pas nécessairement un âge d'entraînement, parce que peut-être c'est pas quelque chose qui priorisait dans sa préparation physique. Ça ne change pas le fait que c'est un bon athlète puis une bonne génétique, mais il faut quand même que tu fasses un travail d'éducation pour l'amener un peu où ce que ça va servir au niveau de la performance. OK. Puis, on en a parlé un peu tantôt, parce que tu travailles avec des athlètes vraiment de disciplines différentes, de sports différents. Ça prend quoi à toi, mettons, en tant que coach, là, pour être capable d'accompagner des athlètes de sports autant différents, avec des réalités autant différentes? Okay. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Dans le fond, c'est la partie fun de notre métier. Ah ouais, toi, t'aimes ça, là? Oui, exactement. C'est quoi exactement, surtout quand tu reçois un nouveau sport, c'est analyse. Okay? Fait qu'il faut que tu ailles voir le sport, il faut que tu regardes c'est quoi les systèmes d'énergie, c'est quoi les articulations impliquées dans le mouvement, c'est quoi les affaires spécifiques que le coach vous travaillez. Fait que c'est vraiment un casse-tête. Puis même que si
n'as pas nécessairement pratiqué le sport, des fois, c'est mieux parce que tu as un œil externe. Ouais. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Si tu es dedans, il y a comme le parti où il y a les mêmes croyances qui reviennent. Des biais de... Comment tu dirais ça? Des biais cognitifs, si on peut dire, là. C'est ça. Fait que les coachs, des fois, ils sont habitués de travailler d'une manière que leur coach avant eux, mais tu sais, la séance, elle change. Ouais. Fait que quand toi, tu arrives d'extérieur, que tu n'es pas contaminé par le sport tant que tel, mais tu regardes vraiment avec une analyse. Bon, tu regardes, OK, qu'est-ce qui est important? Je regarde le mouvement. Tu analyses, tu apprends. Tu peux analyser, mettons, en regardant la vidéo d'un sport ou comment tu vas analyser ça? Tu sais, normalement, tu peux souvent trouver les articles aussi, mettons, sur l'analyse. Ça peut être de la lecture d'articles scientifiques, là, carrément. Oui, exactement, qui analyse le sport complètement. C'est quoi les besoins énergétiques. National Strength and Conditioning Association, ils sont forts là-dessus. Ils sortent beaucoup d'articles sur beaucoup de sports. Fait que, tu sais, exemple, les sports comme tir à l'arc, BMX, c'est tous des sports, il fallait que j'analyse, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis souvent, aussi en parlant avec des athlètes directement. Tu sais, que je m'en vais le voir en compétition, puis me dire, OK, pour moi, c'est important ça, cette partie-là, accélération, décélération là, le contact dans le virage. Non. Fait que toi, tu prends toutes ces données-là, tu le mets sur une feuille, puis là, tu dis, OK, c'est quoi la priorité numéro 1? On va travailler là-dessus. C'est ça. Si tu vas juste voir l'athlète, il va te manquer quelque chose, mais si tu vas juste voir les données puis la science, il va te manquer aussi quelque chose. C'est les deux. Ça te prend les deux. Exactement. C'est ça le truc. Fait que toi, tu t'en vas chercher un peu les données qui pourraient être pertinentes, mais l'expérience, ça remplace pas. Parce que si lui, il me dit, pour moi, c'est ça que ça fonctionne. C'est ça. Ben, science, pour dire ça, peut-être qu'ils n'ont pas fait une étude là-dessus, mais ça fonctionne pareil. Puis bon exemple, c'est ça qu'on a essayé plein de trucs ici, puis ça fonctionne, peut-être je vais embarquer dans l'entraînement. Je ne peux pas te donner la raison scientifique, mais sur mes données à moi, ça fonctionne. Ouais. Puis quand ça fonctionne pas, comment qu'on communique avec l'athlète dans ce temps-là? Est-ce que ça arrive que l'athlète est frustré justement, puis qu'il peut mettre ça sur ta faute, ou est-ce que c'est déjà arrivé, des choses comme ça? Non, c'est ça, parce que le truc, c'est vraiment, comme je t'ai dit au début, c'est une bonne communication. Si moi, je rentre, OK, peut-être je connais pas bien le sport, mais je veux apprendre. Ouais, d'établir une bonne relation dès la base. Bonne relation dès le départ. Ouais. Fait que si lui... Qu'est-ce qui est important? Que l'athlète croit à ton système. Qu'est-ce que tu apportes? Fait que c'est sûr que dans le parcours, il va y avoir des erreurs, comme n'importe quoi. Même si tu es un coach depuis tant d'années, puis tu coaches un sport, puis tu bâtis ta séance d'une manière, puis là, tu te rends compte que ça fonctionne plus ou moins. Parce que oui, il y a du changement. Tu ne reçois pas les mêmes athlètes, tu ne reçois pas le même style de jeu. Tu sais, c'est la même chose en entraînement. Tu sais, peut-être tu as 12 individus de même sport, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Ouais. Récemment, j'écoutais une conférence d'un nutritionniste qui disait, en tout cas, c'est peut-être différent au niveau de la nutrition et de l'entraînement physique, mais il disait en nutrition, plus ça va, plus on se dirige vers la spécificité complètement de chaque individu. Non seulement le sport, mais chaque personne a vraiment une situation propre à eux. Puis il faut non plus tomber dans trop spécifique, parce qu'à base, tu sais, certains sports, ils pratiquent tout le temps le même mouvement. Fait que oui, il y a comme une période que tu peux rentrer dans le spécifique, mais ça ne doit pas être le complet de ton entraînement, parce que ton but, c'est pas qu'il devienne sur-spécifique, mais qu'il devienne un meilleur athlète. Ouais. Fait que ça veut dire que toutes les qualités qui sont requises pour ton sport, il faut qu'ils soient optimisés. Fait que si un joueur de hockey passe sur la glace tant de temps, mais peut-être juste relâcher un petit peu au niveau des hanches, tu sais, le mouvement accroupi qu'ils font, puis toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, tu rentres trop dans la spécificité dans ce temps-là. Fait que si tu ajoutes le moment de plus, certaines périodes de l'année, mettons à la fin de off-season, tu peux embarquer, question que tu embarques un peu dans le principe, mais trop spécialisé, surtout quand c'est des jeunes, tu veux développer les qualités athlétiques. Tu veux que ça soit un athlète complet. Puis je pense que ce côté-là, moi, je les reçois de mon pays, parce que de façon que ça fonctionne en ex-Yougoslavie, mettons maintenant en Croatie, Serbie, Bosnie, etc., on sort énormément d'athlètes, quand même bon niveau. C'est quand même une petite population, un petit bassin de population. C'est que le niveau de ces systèmes, il est vraiment bien fait, dans le sens que les athlètes qui essaient différents sports.
Fait que quand tu bâtis une bonne base athlétique au niveau de patron moteur, mais c'est plus facile de transférer d'un sport à l'autre parce que tu as acquis certaines qualités qui peuvent se transférer dans un autre sport. Fait que je pense ici au Canada, on commence de plus en plus à encourager les athlètes à essayer des différents sports pour que ça soit complet. C'est pour ça que pour moi, c'était facile de transférer d'un sport à l'autre parce que j'avais une bonne base, parce que je pratiquais karaté, je faisais soccer, j'essayais water-polo, j'essayais plein de trucs. Fait que à ce moment-là, c'est plus facile à transférer dans un autre sport parce que tu as acquis d'autres qualités qui peuvent se transférer plus facilement. Ben, puis c'est aussi une manière pour les athlètes de trouver ce qu'ils aiment. Là. Tu sais, peut-être que si tu as fait tout le même sport toute ta vie, tu penses que c'est ton sport, mais tu n'as jamais rien essayé d'autre. Exactement. Peut-être que si tu essayes un autre sport, tu vas te rendre compte, OK, j'ai plus de force là-dedans, finalement. Puis moi, je me suis rendu tard dans ma vie, je me suis rendu compte tard que j'avais plus profil pour le sport individuel que le sport d'équipe. Ben moi, récemment, j'ai découvert l'escalade. Ça fait 2 ans que je fais de l'escalade, puis j'ai 30 ans. Là. J'aurais aimé ça, découvrir ça à 12-13 ans, parce que je serais devenu bon maintenant. Là. Parce que, tu sais, la qualité que tu peux avoir, puis ça aussi, c'est le côté coach qui me favorise un peu, dans le sens que j'essaie de sport d'équipe, j'essaie c'est quoi la dynamique d'une équipe, mais j'ai aussi essayé aussi les sports individuels, fait que je sais aussi c'est quoi la dynamique. Fait que là, je me retrouve à entraîner les deux côtés. Ouais. Fait que je connais la dynamique qui vient avec aussi. Tu as l'expérience autant que les connaissances aussi. Exact. Ouais. Puis pourquoi ne pas se spécialiser dans un sport en particulier? Mais je pense que tu viens un peu de le dire, c'est que tu aimes la variété, tu as les connaissances variées aussi. Ouais, c'est ça, exactement, parce que déjà en partant en sport-études, on travaille avec plusieurs sports. Fait qu'on touche déjà à plusieurs sports. Mais à la base, la majorité des sports, si tu analyses, ça revient un peu aux mêmes choses. Les bases sont les mêmes. Exactement. Les bases sont mêmes. Où ce que ça change, c'est un peu des paramètres différents, les besoins au niveau de blessures, au niveau de demande énergétique, etc. Mais tu sais, ça, c'est tous des détails techniques que tu peux travailler. Mais la structure, tant que telle, au niveau de la planification, on reste plus ou moins même. Oui. Ben, quand on check, mettons, les programmes de développement à long terme de l'athlète que chaque sport met à disposition, là, c'est les mêmes étapes là, au début. Là. C'est ça, exactement. Apprendre à s'entraîner, apprendre à jouer, toutes ces choses-là. Mais ma approche à moi, c'est la même pour les athlètes aussi, parce que, tu sais, je veux que tu sois fonctionnel au début. Tu es capable de faire des mouvements. C'est pas normal que je te demande une affaire très simple. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a un test que j'ai vu récemment avec un des experts. Il dit à un athlète juste s'est couché au sol puis s'est relevé. OK. Puis on parle quand même des athlètes élites, les gars qui NCAA, NBA, dans ces niveaux-là. Puis des fois, sans utiliser juste les mains, ils ont une difficulté énorme. Ils compensent énormément. Juste en faisant ces tests-là, en se relevant 10 fois, tu peux voir comment ils compensent. Comment il va se lever, ouais. Exactement. Fait que c'est un truc de base. Fait que pourquoi je vais prendre, si on parle des athlètes élites, pourquoi je vais prendre un jeune puis je vais soumettre des mouvements complexes, des sauts à répétition, sans amortissement, sans rien, sans une gestion à répétition, s'ils ne sont pas capables de contrôler la stabilité juste de leur propre corps. Ouais, tu ne rajouteras pas des poids en plus. Exactement. Fais-les juste faire un squat normal, puis garde la position pour 2-3 secondes. Là, tu vas voir, ça va commencer à compenser. Fait que c'est ça. Au début, qu'est-ce qu'il faut? C'est mettre cette base-là. Tantôt, on a parlé d'une maison puis les fondations. Mais si cette base-là est là, mais après ça, tu peux bâtir. Puis après ça, quand les athlètes ont passé par le système plusieurs années, c'est là que tu peux avoir des résultats incroyables. Parce que la base est là. Il sait comment exécuter un mouvement parce qu'il a répété tellement de fois qu'il n'y a pas de danger. Fait que là-dessus, tu peux bâtir un peu les techniques d'haltéro, les différents changements de direction qui demandent plus d'organisation. Mais tout ça ne sera pas possible si la base n'est pas solide. Non, c'est ça. T'aurais-tu un cas, un athlète, mettons, là, que tu pourrais donner comme exemple pour illustrer comment que le travail que vous faites ici, comment que ça peut faire évoluer un athlète dans le cadre de sa carrière sportive? En fait, on a beaucoup d'athlètes que, quand je t'avais dit, quand j'ai commencé Frappe en 2008, on a eu
majorité des athlètes de secondaire 1, puis ça grossit un peu avec les années, mais majorité de ces jeunes-là, je te dirais 80% de ces jeunes-là, ils ont réussi au niveau élite. Fait que soit universitaire, j'en ai un qui a tourné pro, j'en ai un qui était au championnat du monde en judo. Fait que toute cette batch-là, 80% des athlètes sont rendus là. Ça, c'était vraiment au début, là. Au début. Puis même là, je reste en contact avec ces gens-là. OK. Où je veux venir avec ça, c'est que c'est facile de recevoir un athlète qui a déjà acquis, qui performe déjà à un niveau élite. Ouais. Où ce que la game se joue, c'est vraiment au niveau de développement. Prends le jeune, puis vraiment aider à des étapes différentes de sa progression pour qu'il puisse se rendre à ces niveaux-là. Puis ça, tu peux pas le faire sur le court période de temps. Mm-hmm. Fait qu'on peut vraiment non seulement avoir le progrès, mais grandir avec ces gens-là. T'sais, grandir, voir le processus, puis non seulement grandir avec eux, puis apprendre le processus, mais apprendre aussi, parce qu'on grandit avec eux, on change de méthode, on s'ajuste, parce qu'on voit des nouveautés, etc. Fait qu'après plusieurs années dans le domaine, mais tu as un coffre d'outils énorme que tu peux appliquer pour les autres, puis ajuster, puis jouer un peu avec les paramètres, parce que vous pas ici, c'est comme un laboratoire. On a énormément des athlètes qu'on reçoit. C'est ça, j'allais dire. C'est ça. C'est comme tous les athlètes que tu as eus, ils ont permis de faire évoluer ce que vous faites en ce moment. C'est ce qui fait que toutes les connaissances que vous les avez en ce moment, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu peux aller chercher un peu de différents sports, puis regarder, OK, comment ça fonctionne ici en gymnastique, comment ça fonctionne ici en golf, puis OK, qu'est-ce qui est important pour eux? Fait que là, avec toute cette analyse-là, mais tu as un bagage qui est énorme, qui t'aide à analyser facilement un sport, le mouvement, puis des fois, on n'a même pas besoin de faire les tests. Moi puis Mike, on est ici, puis on regarde les gars squatter ou faire un mouvement quelconque, puis des fois, on se regarde, OK, fais ça, ajuste ça, nan. Mais ça, c'est l'expérience. Ça, tu peux pas l'apprendre à l'école, c'est vraiment avec des années. Puis comme je t'ai dit tantôt, le coaching, c'est jamais le plan A, c'est le B et C. Fait que je pense, une fois que tu as l'expérience, mais tu peux plus jouer avec ça, puis vraiment trouver quelque chose qui convient à chaque athlète, même si tu as déjà prévu une planification, puis il faut que tu aies une planification en avance, puis des qualités, grosso modo, que tu travailles, etc. Mais l'ajustement tant que tel, c'est fait au fur et à mesure aussi, parce que, tu peux pas contrôler toutes les circonstances extérieures. Tantôt, on a parlé de sommeil, les activités extérieures. Une pandémie. Une pandémie. Fait que, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qu'il faut que tu fasses des ajustements. Fait que je pense, nous, on s'adapte facilement aux besoins. Puis ça se fait pas jour au lendemain. C'est vraiment avec l'expérience, tu réussis à contourner tout ce qui se passe. C'est ça. Au début, quand vous évaluiez vos athlètes, j'imagine que ça devait pas te venir immédiatement. Tu regardes un athlète puis tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Ça devait être plus un peu plus mécanique. Là. De façon qu'on le fait, de façon que nous on fait, on a un couple de tests qu'on fait de bilan musculaire, mais normalement les tests on le filme, même les sauts. Fait que on prend une caméra, mais surtout pour le frappe, peut-être sport-études, c'est plus une approche globale parce qu'on est trois pour tout le sport-études, mais pour les athlètes frappe, ben, si c'est pas one-on-one, si on reçoit comme un testing global, comme pour le camp, mais on filme tous les tests. Pour une équipe sportive, on filme les tests, puis on analyse le mouvement. Ça te permet vraiment d'avoir de pouvoir revoir tout ce que tu as fait. Là, exactement. Fait que si je reviens sur que je suis en train de faire le programme pour un athlète, mais là, je pourrais regarder mon vidéo, les ralentir, regarder les séquences, puis ajouter... Tu as un suivi vraiment. Est-ce que tu filmes vraiment les mêmes mouvements plusieurs fois, mettons, par année, puis là, tu peux voir, là, tu étais là, puis là, on voit que finalement... Non, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui est important, c'est que la première phase, OK? Ensuite, on le voit à l'entraînement. Fait que l'entraînement en tant que tel, pour nous autres, on le voit, c'est un test. OK? Fait qu'exemple, quand je te vois durant la semaine 4-5 fois en train de faire un mouvement particulier, soit tu cours, tu te déplaces ou whatever, plusieurs fois, mais c'est plus facile à déterminer, OK, c'est ça la problématique, on ajuste ça, on fait. Puis ça vient avec l'expérience. Fait que
Oui, au début, on le fait, on détermine les paramètres à travailler, mais ça se peut que ça change au cours de l'entraînement parce que tu le vois véritablement dans une séance de 1 heure de temps. Ouais, en cours d'action. Là. Exactement. Fait que s'il fait sa routine de warm-up, mais je les vois. OK, c'est ta mobilité au niveau des chevilles ou ça, ou tu compenses quelque part au mouvement ou quelconque, nanana. Fait que là, je dis, OK, ajoute ça à ton truc. Peut-être ça a l'air fait rapidement, mais c'est l'expérience. Parce que tu sais, c'est ça qu'il y a besoin. Puis l'ajustement, il est fait. Tu n'as pas besoin de revenir, puis refaire, puis retaper ta planification. Tu sais exactement c'est quoi la problématique. Fait qu'avec des années, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu enlèves beaucoup de tout ce qui vient alentour, puis tu vas vraiment au point. Fait que, rendu là, l'important, c'est beaucoup plus au niveau de ta présence, comme dans le gym. Exactement. Tu te promènes. Oui, exactement. Puis non seulement ça, aussi, on a eu des associations, peut-être pas cet été parce que à cause de tout ce qui se passait, on a fait tout ça à distance. Les athlètes sont filmés puis nous ont envoyé des vidéos. Okay. Mais les années d'avant, on avait des chiros qui étaient présents sur place. Okay. Tout ce qui était muscle testing, ils ont fait des bilans pour chaque athlète qui a passé. Ils nous avaient envoyé la fiche, puis nous autres, on s'occupait de faire les tests de performance athlétique. Fait que s'il y a des athlètes qui sont blessés ou des tensions musculaires, etc., on avait déjà le bilan. Fait que pour nous autres, ben, de cette façon-là, c'est plus facile à référer quelqu'un si tu as besoin d'un truc, parce que, tu sais, blessure d'accumulation ou de stress, c'est facile à arriver si tu ne traites pas tout de suite. Oui, avant que justement ça l'empire. Là. Pendant que c'est pas grave, en fait. Là. Ouais. J'ai entendu dire que tu accordais beaucoup d'importance au mental aussi, l'état mental. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, c'est que le sport, c'est ça. Je pense une bonne partie de sport, c'est pas juste physique, c'est partie mentale. J'ai connu énormément des gars qui ont un potentiel énorme au niveau du sport, dans les pratiques, dans le dojo, etc. C'est des beasts. Quand ils arrivent aux compétitions, il n'y a rien qui se passe. Ouais, ils choke. Exactement. Fait que, quelque part, ton travail aussi, c'est de rassurer ces athlètes-là. Leur dire, hey, tu sais, tu peux enlever ça, tu es capable, leur donner la confiance aussi par rapport à leur qualité physique. Puis d'ailleurs, ça, c'est une des raisons, mettons qu'on fait les tests dans la programmation tant que ça, parce que ça te donne confiance. Tu veux pas, tu vas, oh, je progresse. Puis les gars, souvent, ils se comparent. Moi, personnellement, ça m'apporte pas grand-chose, mais j'aime ça qu'ils regardent pour que ça leur donne un peu plus de confiance. J'en avais 3-4 cet été qui avaient quelques tests physiques meilleurs que dans la Ligue nationale. Okay. Puis les autres, ça les valorise dans le sens que dit, OK, tu sais, qu'est-ce qu'on fait depuis toutes ces années, là, ça se transfère en qualité physique. Fait que quand il va embarquer sa glace ou quand il va faire ses tests, première année, junior major, peu importe, puis il va faire les tests physiques, puis il va bien performer, ça lui donne la confiance pour performer mieux. Puis est-ce que des fois, justement, quand tu vois qu'un athlète a énormément de potentiel, mais pourtant il n'y a pas de confiance, est-ce que tu sens le besoin d'y rappeler ses réussites, d'y rappeler ce qu'il fait? Oui, c'est ça. Regarde ce que tu fais, tu es capable de faire ça. Là. Et c'est pour ça que nous, on développe une relation étroite avec nos athlètes, parce que de un, on a passé par là, on était des athlètes, on a perdu, on a gagné, on a eu des blessures, on a eu des déceptions. Ouais. J'ai fait le sport d'équipe, j'ai fait les sports individuels, fait que je sais c'est quoi exactement. Fait qu'en lui disant ça, OK, mais c'est pas tant grand, tu sais, j'étais dans la même situation que toi, j'ai vécu les mêmes choses que toi, puis non seulement toi, mais avant toi, il y avait plein de générations, d'autres générations qui avaient vécu la même chose. Oh ouais. Puis c'est correct, ça fait partie du processus, il faut que tu l'acceptes. Parce que souvent, les deux trucs qui reviennent plus souvent, les athlètes à fin de carrière, c'est réorienter un peu, c'est difficile. Ouais. Puis d'autres choses, c'est les jeunes un peu qui ont manque de confiance, puis prendre cette confiance, puis dire « je suis capable, je suis à ce niveau-là, je suis capable de performer à ce niveau-là ». Tu le vois, ça aussi, hein? J'entends beaucoup ça, moi, que les jeunes, la génération adolescent, les adolescents actuels là, sont vraiment une faible confiance en soi là, en ce moment. Mais là. c'est normal, parce qu'ils sont en train tout le temps de se comparer. Parce que là, aujourd'hui, avec les médias sociaux, puis tout ce qui se passe, c'est facile à se comparer avec quelqu'un d'autre. Puis souvent, il arrive, les tel, il a fait ça, il a ce côté-ci, nanana. C'est pas important qu'est-ce que tel il a fait, c'est pas toi. Vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez pas la même situation, peut-être vous n'avez pas les mêmes structures, peut-être vous avez... C'est pas la même chose. Ça doit être difficile, justement, de les convaincre
de se concentrer sur eux-mêmes. On dirait qu'ils sont tellement habitués de voir les autres, de voir ce qu'ils font, de voir du monde qui s'entraîne bien, des corps parfaits. Est-ce que tu réussis des fois à entrer dans la tête puis à convaincre quelqu'un que concentre-toi sur toi puis que tu vois vraiment un changement? Mais c'est ça le travail de coaching, en fait. Un bon coach, il va sortir toujours le meilleur de son athlète. Ça doit être un travail continu. Continu, exactement. Tu lui dis une journée puis ça fait son effet, mais il faut que tu dises... Souvent, j'ai reçu des messages comme je suis stressé pour ce soir, j'ai des tests, il y a plein de gars qui sont forts, je sais pas si je suis prêt, tu penses toujours à assez de conditionnement, mais il faut juste les rassurer. Puis je pense que la grande partie, c'est avoir une bonne communication puis écoute, tout simplement. Si tu écoutes les gens, puis tu écoutes qu'est-ce qu'il a dit, puis tu dis, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres gars qui ont passé par là, puis c'est pour ça que nous autres, on aime ça avoir cette culture-là au Frappe, parce qu'il y a des plus vieux, plus jeunes, puis c'est comme une grande famille, fait que le vétéran qui a passé par là, mais il s'en va le kid, il va dire, OK, mais non, c'est correct, tu sais. J'ai passé par là. Il y a une forme de mentorat aussi là, quand il arrive ici. Là, tout le monde s'entraide. Puis, Exactement. Fait que c'est ça que l'ambiance que je voulais créer. Pas juste qu'on soit un gym, que le monde y rentre, puis c'est un numéro, puis tu fais tes affaires, puis on te sort quelque chose, puis tu fais. Non, c'est vraiment, tu sais, on vous crée un environnement que c'est vraiment donné au prochain. Une communauté, en fait. Exactement, donné au prochain. Puis c'est pour ça que le monde... ils sont fiers de représenter le Frappe. Ils sont fiers de porter leur T-shirt. Ils sont fiers de dire qu'ils sont s'entraîner au Frappe. Pourquoi? Parce que nous, on est vraiment passionnés puis on care aussi. On est là pour eux, pour vrai. On n'est pas là juste pour la pente montante, mais aussi en descendante ou quelque chose entre les deux. Fait que, tu sais, c'est important. Ça fait qu'ils sont fiers d'être faire partie de ça. Là. Exact. Exact. Puis ça devient une famille, en fait. C'est ça. Mais un peu, tu sais, dans mon pays, c'est comme ça un peu, il y a une grosse appartenance. Quand l'équipe de ville joue, tout le monde est engagé. Tout le monde représente, tout le monde porte fièrement les couleurs. Fait que c'est un peu cette mentalité-là que je voulais ramener ici, que t'es pas tout seul. Quand tu t'en vas jouer à l'étranger quelque part, et même si ta famille, tes amis sont pas là, peu importe, mais nous, on est là pour toi. On t'encourage, regarde tes games, on est content que tu réussisses. Quand ça va moins mal, mais c'est correct. Tu peux m'écrire à 3 heures du matin pour dire ma game, premier game professionnel ou whatever, ou junior major, ça a moins bien été, je suis stressé, c'est correct. Puis est-ce que des fois tu trouves ça difficile justement d'être autant impliqué dans leur vie? Est-ce que des fois ça vient, je sais pas, difficile mentalement pour toi même? C'est sûr qu'avec les années, il y a comme une accumulation qui se fait aussi, là. Puis il y avait des années que j'ai pris un petit recul. Mais le moment que je m'étais, par exemple, je te donne un exemple, je suis parti un mois à Thaïlande. Après ça, il y avait pandémie pendant un petit bout de temps. Fait que j'ai manqué 2 mois, puis là, je me suis rendu compte, OK, il faut que je revienne. Là, ça marche plus, là. Il faut que je vois mon monde, il faut que je sois dans mon environnement. Tu avais besoin d'une pause, mais en même temps, la pause t'a fait réaliser que tu avais besoin de ça aussi. Exactement. Est-ce que c'est obsessif? Est-ce que c'est un autre? Oui, certainement, parce que si tu prends n'importe quel athlète, c'est des gens très obsessifs. Ils sont obsessifs, comment ils approchent leur préparation, nutrition, les sorties, ils essaient de contrôler absolument tout pour qu'ils puissent performer à un certain niveau. Fait que quelque part, nous aussi, on est comme ça. On est engagé 100% dans leur préparation, notre disponibilité, tout ça. C'est sûr que des fois, ça peut être lourd, mais moi, personnellement, des fois, je me sens pas comme si c'est mon travail. C'est ma mission de vie, c'est ça que j'aime. C'est moi qui m'impose ces environnements-là. Ça devient comme un plus gros qu'une job ou c'est ça, c'est comme un objectif, une mission. C'est une carrière, mission, c'est un bon mot. Exact, c'est ça. J'ai même écrit des articles sur notre page site web, là, trouve ton pourquoi, puis parle un peu du sport. C'est pas juste le sport, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas juste le sport. Tout ce qui vient avec, le lien que tu fais avec les coachs, avec les familles des athlètes, avec l'ensemble de la ville, qu'est-ce que tu représentes, c'est plus que juste sport. Puis normalement, tu sais, si tu regardes en NBA, le mouvement qu'ils font en ce moment, puis
implication politique. C'est plus qu'un sport. C'est pas juste le sport. Oui, les athlètes, c'est beau à voir qui sont dans leur zone puis qui performent, mais c'est pas juste ça. C'est tout ce qui vient alentour. Pour moi, c'était ça. Parce que s'il n'y avait pas de sport, j'aurais pas intégré nécessairement comme j'ai fait. J'aurais pas connu tous mes amis que j'ai gardés depuis aussi longtemps. Ah ben, c'est ça. Pour plusieurs jeunes, c'est carrément, ça peut être un échappatoire même. À part le sport, à l'extérieur, leur vie, peut-être c'est de la merde, mais dans le sport, ils se retrouvent comme à aimer ce qu'ils font, à oublier leurs problèmes, à se sentir bien. Parce que tu connais pas la situation de tout le monde. Non. Tout le monde a sa propre situation. Fait que le sport, je pense, c'est quand même important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ça fonctionne juste pas avec un athlète? Oui, que souvent. La relation ou... Oui, souvent. Puis que tu connectes pas, en fait, avec l'athlète. Oui, souvent. Parce que, comme j'ai mentionné, nous autres, j'ai comme... Nous, on a une façon de fonctionner. Okay? On a un système. Mon but à moi, que toi, tu deviens la meilleure version de toi. Fait que c'est sûr que des fois, des choses que je t'impose, peut-être que ça ne fait pas ton affaire ou que tu n'es pas content, mais c'est correct de les dire. Mais il faut quand même rester neutre dans ces situations-là. Fait que si un athlète qui change un emplacement, qui s'en va voir un autre entraîneur, c'est correct. Puis ça t'es-tu déjà arrivé que ça marche vraiment pas au début, mais que ça allait vraiment bien évolué? J'ai déjà eu des athlètes qui sont partis voir un autre préparateur physique, etc. Mais je veux dire, qui sont restés avec toi, là, que ça a mal débuté, sont restés quand même, puis que finalement, ça a vraiment bien évolué. Parce que c'est une expérience. C'est une expérience. Puis comme dans n'importe quel métier, c'est la même chose. Je veux dire, ça se peut que les athlètes qui viennent, qui au début, peut-être, ils n'étaient pas sûrs où ce qu'on se dirigeait, ou peut-être manque de communication, peu importe. Ça arrive, comme dans n'importe quoi. Mais moi, personnellement, je suis capable de me remettre en question aussi. Tu sais, peut-être l'approche que j'ai avec cet athlète, peut-être c'est pas la meilleure. Ou peut-être j'ai saisi moins sa personnalité. Ouais. Peut-être il a besoin de plus d'encadrement. Peut-être c'est le genre d'athlète qu'il faut, il y a plus d'espace. Tu sais. Faut que tu te dises pourquoi, en fait, pourquoi ça marche pas. C'est peut-être exactement, moi. Analyser la situation. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? C'est ça. Fait que on revient toujours à la même base, c'est la communication. Toi, tu veux quoi? C'est quoi tes objectifs à toi? Qu'est-ce que tu es capable d'investir? Parce que des fois, l'athlète, il va te dire, moi, je veux investir le temps, puis je vais te donner un an. Tu l'appelles au dojo, puis il se présente pas à l'entraînement. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs facteurs. Mais, tu sais, l'idée, c'est que, oui, des fois, il faut que tu te mettes en question. Peut-être c'est toi, peut-être c'est la relation, peut-être ça ne fait juste pas au niveau de personnalité. Dans ce cas-là que tu viens de donner comme exemple, tu aurais fait quoi, justement, le jeune qui se présente pas à l'entraînement? Mais, en général, tu sais, on n'est pas ici, c'est pas une garderie, OK? Fait que si toi, tu as pris la responsabilité de voir quelqu'un, un spécialiste pour ta préparation physique, parce que tu y tiens. Fait que moi, personnellement... Tu n'es pas là pour faire la discipline. Exactement. À sport-études, plus ou moins, parce que c'est quand même côté pédagogique, il faut que tu gères les groupes, puis il y a comme... mais côté frappe, c'est toi qui veux un service. Moi, je vais te donner mon meilleur, mais je vais le pas faire pour toi. Fait que le moment où tu fais réaliser l'athlète ça, puis que les consignes sont claires, mais si toi, tu manques tes entraînements, tu vas avoir la planification en conséquence. Si tu me donnes 2 sessions à place de 4, mais tu vas avoir l'entraînement aussi en conséquence parce qu'il te manque des séances, il te manque un certain pourcentage d'entraînement. Fait qu'on va ajouter la planification en conséquence pour telle raison. Est-ce que c'est plus difficile avec des athlètes qui ont toujours été bons? Tu sais, j'entends souvent ça, là, des athlètes qui ont comme... Ça dépend de personnalité. Ouais. Moi, je dis ça dépend de personnalité. Parce que tu peux avoir des athlètes que souvent, il était dit qu'ils étaient super bons tout le temps, puis le moment que tu arrives à un certain niveau, tout le monde est bon. Ouais. Fait que là, il était semblable aux autres. Mais il faut que tu l'expliques. Tu dis, OK, là, il faut que tu comprennes. C'est que la différence entre performance élite puis juste un certain niveau, c'est les détails. OK? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as fait bien ta préparation? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as étudié les vidéos? Est-ce que tu as fait tous les autres trucs alentours qui t'aident à être meilleur athlète avec ton talent que tu possèdes? Puis il y en a aussi qui vont juste jamais comprendre ça, là. Justement, des athlètes qui ont toujours été idolâtrés, si on peut dire, qui ont toujours été bons, qui se sont toujours fait dire qu'ils étaient bons aussi.
je pense à des joueurs de hockey. Mais j'ai pas eu énormément, sincèrement. Tu sais, dans la Ligue nationale, on entend souvent ça. Là, je sais pas si tu suis un peu le Canadien. Jonathan Drouin, par exemple, on entend souvent dire que il a toujours été bon. Il a de la misère à comme aller chercher la coche de plus, puis continuer de travailler fort, puis vouloir s'améliorer. Mais pourquoi nous autres, ça marche, je vais t'expliquer, parce que le Trois-Rivières, c'est quand même un petit marché, OK? Ouais. Fait que, tu sais, normalement, les gars qui nous viennent voir, c'est des grinders qui veulent réussir. Tu sais, c'est pas nécessaire. Parce que, tu sais, à Montréal, Québec, etc., il y a comme un gros bassin d'athlètes, puis la majorité des coachs ont une bonne rotation. Ici, il n'y en a pas énormément. OK. Fait que les athlètes. Fait que ceux qui viennent, c'est des gars, normalement, qui grindent, qui veulent réussir, qui veulent travailler, qui ont quelque chose à prouver. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ben, c'est plus facile parce qu'ils en veulent, ils veulent réussir. C'est des travailleurs là, qui Exactement. veulent, Fait que la majorité des gars qu'on a ici, c'est du monde qui travaille très fort pour réussir. Puis, ben, on va terminer avec le sujet du jour, la pandémie. Comment ça s'est passé pour vous autres, votre business, lors de la première vague, puis là, ça recommence. Là, premièrement, moi, j'étais à Thaïlande quand c'est arrivé. Fait que, Au mois de mars, tu étais en Thaïlande, fait que tu es revenu... J'étais revenu, j'étais en confinement. Mais j'ai une équipe, une merveilleuse équipe avec moi. Donc, mon frère qui fait beaucoup de tout ce qui est gestion administrative, etc. Puis Michael Chagnon, que ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est un coach très brillant. Puis, les deux ont réussi à vraiment accommoder tous les athlètes. Moi, quand je suis arrivé, j'embarquais dedans. Puis, on a vraiment réussi à sortir les programmes, faire des changements de programmation pour les entraînements à la maison. Il fallait être créatif. Après ça, on a continué, on a donné des challenges maison à faire. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, quand tu as commencé ici, il a fallu que tu sois créatif. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'appareils. Quand tu es arrivé, tu as fait ton stage. Là, ça t'a resservi probablement durant la pandémie. Exactement. Mais tu sais, il faut trouver des façons créatives. Moi, je dis qu'il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Ça fait partie, c'est des circonstances qu'on ne peut pas changer. Mais nous, on se demande toujours qu'est-ce que nous, on peut faire pour servir mieux nos athlètes. Fait que là, quand ça arrêtait en ce moment, quand on était dans zone rouge, mais on a envoyé un email à tous nos athlètes. Est-ce que vous voulez que votre abonnement y arrête? Ou vous voulez qu'on ajuste les entraînements pour la maison? Ou, y en a-tu beaucoup qui ont arrêté? Non, vraiment pas. Non. C'est quand même surprenant. Ah ouais? Non seulement ça, puis on a beaucoup d'athlètes qui sont bien équipés à la maison. OK. Des cages à squat, puis des barres. Ah ouais? Comme ça. Ouais. Est-ce qu'ils se sont équipés durant la première vague ou ils étaient déjà bien équipés? Il y en a un couple qui avait des trucs dans le garage, mais il y en a un couple qui ont décidé au cas où si ça tourne mal. On a même des athlètes qui ont des cages à squat dans leur salon. Mais puis ceux qui n'ont rien, vous trouvez des moyens quand même? Il y a des façons, c'est ça. On peut quand même travailler des différentes façons que tu peux t'organiser à la maison. Tu peux travailler avec des tempos isométriques, tu peux travailler sous les tempos, tu peux t'installer des petits trucs. J'ai même des athlètes qui ont bâti une cage à squat à bois. Tu sais, le monde, il trouve des façons à s'entraîner. Quand tu es passionné par ça, tu trouves des moyens. Exactement. Puis nous aussi, on cherche des nouvelles façons d'intégrer tout ça. Puis même les cours de groupe, on a parti des groupes individuels, on a parti ça, on a donné des challenges, on va essayer de garder ça interactif. Est-ce que vous faites des entraînements en ligne ou c'est ça? Oui, c'est ça. Mais les entraînements en ligne, ça aussi, ça nous aide beaucoup parce que, en fait, on travaille avec une application. Puis dans l'application, tu as ton entraînement. Puis moi, je peux voir quand toi, tu te logs, le volume, l'intensité que tu as fait. Tu peux commenter directement dans l'application. Je peux te communiquer directement dans l'application. Puis ça nous aidait beaucoup. Au début, c'était quelque chose qu'on développait en parallèle, mais avec tout ce qui est arrivé, ben, on l'a juste mis en marche. On n'a même pas fait beaucoup de promotion, mais puis ça fonctionne quand même bien en ce moment. Puis une chance qu'on a eu ça parce que ça nous a aidé beaucoup pour aller chercher justement les athlètes à distance puis offrir un service. Est-ce qu'ils doivent payer pour avoir l'application ou? Ben dans le fond, c'est des forfaits. Quand tu t'envoies sur notre site web, tu as des différents forfaits. Fait que là, tu choisis quel type de qualité tu veux travailler parce que c'est pas juste performance athlétique, il y a force, hypertrophie, mise en forme, perdre du poids. Tu as différents. Fait qu'il y a un algorithme puis ça te sort ça, exactement. Un entraînement en fonction de ce que tu veux ou? Exactement. De la façon, tu choisis l'entraînement que tu veux, de façon que ça fonctionne, tu reçois des documents directement, c'est automatique. Puis tu as des tests à faire, puis les questionnaires à remplir.
OK. Fait que normalement, le questionnaire que tu as rempli, tu as le matériel que tu as à la maison, dans ton gym ou peu importe. OK, fait que ça l'adapte en fonction Exactement. de ça. Fait que tes objectifs, le fois que tu vas aller au gym et tout ça. Fait qu'une fois que tu as rempli tout ça, nous, on les reçoit, on analyse les vidéos dépendamment de type d'entraînement que tu veux faire. Fait que tous les tests sont adaptés en fonction de type d'entraînement que tu veux faire. Puis nous autres, on fait un programme. On t'envoie ensuite le login pour installer l'application, puis c'est parti. OK, c'est vous autres qui faites le programme pareil, là. Oui, c'est ça. C'est pas, non, c'est pas un algorithme là, qui fait ça tout seul. Non, OK. non. Fait que vous autres, Tout vous avez... est individualisé de A à Z. Ouais, OK, OK. Vous autres, vous avez les infos, mais c'est quand même Fait que vous autres qui faites le programme. tu as une vidéo explicative de chaque mouvement. Tu as la partie explicative d'exercices que tu as à faire, des méthodes, etc. Ça, c'est offert par l'application, dans le fond, c'est ça? C'est pas vous autres qui avez fait ça? Non, c'est ça. C'est une application qu'on utilise déjà. C'est quoi le nom de l'application? Train Heroic. OK, ouais, je connais, ouais. Fait qu'on utilise ça, puis ça va super bien. Tu peux marquer des commentaires dedans. Les clients, ils ont un bon service. Jusqu'à date, on a eu juste des bons commentaires. Puis même des athlètes, j'ai des athlètes que je suis en Allemagne, puis l'accès est très facile, on se communique, ça va super bien. Puis est-ce qu'il y en a que tu te rends compte qui ont de la difficulté au niveau de la motivation à s'entraîner à distance? Ça dépend de type d'athlète. Mais c'est quand même tu peux quand même contacter l'athlète en fonction. Puis c'est ça qui est cool. C'est ça, ça doit être important quand même de montrer que vous êtes là, en fait. Exactement, parce que tu sais, des fois, quand un client vient te voir, avant comment fonctionnait, tu faisais un programme d'entraînement, il partait, puis après ça, tu relançais. Mais là, tu le vois sur l'application. Je me suis logué telle journée, j'ai manqué tel training, niveau d'intensité, readiness, tout est là. Fait que je les vois, OK? Fait que si je vois qu'il y a une journée off, ben, je peux poser la question, tu sais, ça va bien ton training? Fait que si la communication se fait directement. Tu peux même l'encourager quand tu vois son training, good job. Ouais, c'est ça. Puis les autres, des fois, ils marquent, oh, le training il était dur, puis bon training coach, ou tu sais, des fois, on marque des niaiseries aussi, mais. C'est ça. C'est interactif, ouais. C'est ça doit être vraiment important de garder cet aspect-là social parce que là, ils perdent ça un peu en perdant le gym, là. C'est ça. Sauf qu'il faut garder ça quand même, là. Exactement. Ouais. Puis sinon, pour terminer justement en parlant de comment il a fallu s'adapter avec la pandémie, ce serait quoi ton conseil pour les athlètes pour comment ils devraient réagir là, à cette adversité-là qu'est la pandémie? Le conseil, je peux ou n'importe quel obstacle en fait qu'ils rencontrent. Là. Mais en fait, de façon il faut l'approcher, c'est que certaines circonstances, tu ne peux pas contrôler. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est vraiment sous ton tableau, sur un papier, peu importe, marquer qu'est-ce que moi je contrôle. Qu'est-ce que moi je peux faire malgré la situation, qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir la meilleure version. Fait que pour nous autres, OK, on n'a pas les athlètes en personne, mais on peut faire d'autres choses. Tu sais, pour notre compagnie, c'était ça. Puis même chose pour les athlètes. OK, peut-être j'ai pas eu assez de temps pour travailler sur certains skills, mais là, je peux investir le temps pour les faire. Si j'ai une faiblesse, une blessure que je guéris, là, je peux le faire. Ouais. Fait que vraiment, tu sais, tu fais une liste des choses que toi, tu peux contrôler, puis de façon que tu peux l'approcher. De cette façon-là, mais au moins, tu as un objectif devant toi, puis ça te garde motivé. Fait que le niveau de motivation, il reste. Ouais, puis c'est ça, c'est de voir... un peu comme tu dis, là, avec les blessures, avec le temps qui s'est libéré, en fait, il y a des opportunités quand même qui se présentent. Il faut regarder positif. Moi, j'étais appris comme ça à jeune âge qu'il faut toujours regarder positif malgré la situation. Fait que c'est un peu les conseils que je vous donnais. Je dis, il y a toujours pire que ça. Je te promets, il y a toujours pire que ça. Fait que quand tu le vois comme ça, t'es comme, OK, ouais, finalement. Ouais. Ouais. Je comprends. Mais merci d'avoir été sur le podcast. Vraiment cool discussion, vraiment un beau gym aussi. Puis maintenant, les gens, s'ils veulent suivre ce que vous faites, où on peut vous retrouver? Dans le fond, on a notre site web, frappe.com. Sinon, on est sur les médias sociaux aussi, Frappe1 sur IG, puis on a notre page Facebook aussi. Vous mettez beaucoup de vidéos en ce moment sur Instagram, motivants, des trainings. Oui, exactement. Il y a beaucoup de contenu. Parce qu'on ne fait pas juste la vente, on fait la promotion d'activité physique, l'entraînement, sport, parce qu'on est vraiment passionné. Fait que vous pouvez trouver un peu tout ce que vous voulez, soit des tips sur l'entraînement, la motivation, les articles. Les articles aussi, oui. Peu importe, vous allez trouver votre compte. Ben merci. Ça fait plaisir.